Bonjour, ce cours c'est la suite de la vidéo précédente. Nous avions vu le théorème de Gauss, le flux total du champ électrique à travers une surface fermée. C'est par définition l'intégrale des produits scalaires du champ électrique avec un élément de surface et j'intègre sur toute la surface fermée. Et tout ça c'est égal à la quantité de charge nette à l'intérieur de cette surface, c'est-à-dire dans le volume enveloppé par la surface fermée, divisé par epsilon 0 si on travaille dans le vide. Et on avait vérifié le théorème de Gauss sur une charge, je mets entre guillemets ponctuelle, et on avait trouvé que E, c'est égal à quoi? Tout simplement à la constante électrique fois la charge Q divisé par la distance au carré. Je vais mettre ici un vecteur UR parce que le champ électrique est radial. Je rappelle, si vous avez une charge positive par exemple, supérieure à 0, Q supérieur à 0, Q supérieur à 0, si je regarde à une distance R, le champ électrique ici, il est radial, d'accord? Et ça, c'est le vecteur UR, qu'on note aussi ER. Maintenant, dans l'exercice que j'ai partagé avec vous, nous avons calculé le champ électrique de n'importe quel fil électrique, du moment qu'il soit rectiligne. Comme on l'avait vu avant dans la vidéo précédente, quand on a un fil de longueur finie qui est allongé ici sur l'axe des X et qu'on cherche le champ électrique en un point M à une distance Y par rapport à l'axe des X, à l'axe des fils, bien on avait trouvé que EX est égal à moins k lambda sur Y, cosinus θ B moins cosinus θ A, avec θ A c'est l'angle formé entre MA et MO. D'accord? La même chose pour θB, c'est tout simplement MO et MB. En écrivant ça sous forme de coordonnées cartésiennes, on a trouvé que EX est égal à K lambda sur Y, lambda c'est la densité linéaire de charge, fois Y sur la racine carrée de XB au carré plus Y au carré, moins, d'accord, la même chose, mais en remplaçant XB par XA. De la même manière, le champ électrique selon la direction des Y, c'est K lambda sur Y, sinus θB moins sinus θA, ou bien en coordonnées cartésiennes, K lambda sur Y avec XB sur XB carré plus Y carré, moins la même chose mais avec XA. Les cas particuliers que nous avions vus qui sont très intéressants, si le point M est sur le plan médiateur de AB, c'est-à-dire juste sur la moitié du fil, à ce moment-là, on a XA est égal à moins XB et EX, le champ électrique dans la direction des X est égal à 0 et EY est égal à 2K lambda sur Y fois 2XB sur la racine carrée de XB au carré plus Y carré. Donc on remarque, si je cherche le champ électrique sur le plan médiateur ici, eh bien il sera perpendiculaire au fil. De la même manière, pour un fil de longueur infinie, je rappelle qu'il n'existe pas, c'est une tournure d'esprit juste pour voir un peu comment ça marche. Si je fais tendre XA vers moins l'infini, XB vers plus l'infini, ce qui revient à dire que θA tend vers moins pi sur 2, parce que je vais avoir un θA qui va tendre petit à petit vers moins pi sur 2, et θB va tendre vers pi sur 2, et on a, encore une fois, EX est égal à 0, c'est-à-dire il n'y a pas de composant de champ électrique dans la direction du fil, et EY est égal à 2K lambda sur Y, et je rappelle que le champ électrique est perpendiculaire au fil infini, et que le champ électrique dépendra seulement de la distance par rapport à laquelle je calcule le champ électrique. Plus je m'éloigne, eh bien, plus le champ électrique va être faible, il va diminuer en 1 sur Y. Si vous avez un fil qui est fini, eh bien, si je travaille ici, d'accord, supposons que c'est de charge positive,
d'accord? Et je calcule le champ électrique quelque part ici au point M, bien, on va appeler cette distance R par exemple. Eh bien, vous remarquez que je n'ai pas un plan de symétrie. Si je mets un plan qui coupe ce tableau, eh bien, le point M va avoir une longueur beaucoup plus grande qui est chargée positivement et petite. Donc, ce n'est pas symétrique. Et quand il n'y a pas de symétrie, on n'utilise pas le théorème de Gauss, même s'il est toujours valable. Donc, si j'ai un fil fini, alors, théorème de Gauss, on ne l'utilise pas. Ça devient plus compliqué. Or, nous, on utilise le théorème de Gauss pour faciliter le calcul. Voyons maintenant pour un fil qui est fini. Pour un fil qui est fini, on a dit que on ne peut pas le calculer par le théorème de Gauss, et on l'a calculé par une méthode dite directe. Maintenant, supposons qu'on a un fil infini. Moins l'infini plus l'infini. Et on va mettre des charges positives, par exemple, partout. Je rappelle que le fil infini n'existe pas, et j'ai lambda positif en coulomb par mètre. Alors, regardons s'il y a une symétrie. Supposons que j'ai un fil, on suppose qu'il est infini, et je calcule le champ électrique quelque part ici. Ben, je vais mettre un plan, d'accord, qui contient le point N. Ben, ce plan-là est un plan de symétrie, parce que à partir du point M, si je mets un observateur, il va voir une portion infinie chargée positivement, et en bas, de l'autre côté, il va voir la même chose. Donc ça, c'est un plan de symétrie. Maintenant, ça, c'est un plan donc, qui est horizontal si le fil est vertical. Je peux prendre un autre plan qui contient toujours le point M, et je vois qu'à droite, l'observateur ne va pas voir de charge, à gauche non plus, donc ça aussi, c'est un plan de symétrie. J'avais un plan qui était comme ça, et un plan qui est comme ça. Eh bien, l'intersection de ces deux plans de symétrie donne la direction du champ électrique. Par contre, le sens, eh bien, s'il est positif, le champ va fuir la charge. Donc, partout, on a un point M ici, d'accord, de distance R, je vais avoir le champ, dans ce cas-là, qui est dans ce sens-là. Ça, c'est le champ électrique. Ici aussi, partout, à la même distance, on va avoir le même champ électrique. En haut aussi. Si je suis de l'autre côté du fil, si je le file ici, je regarde ici maintenant, si je suis à la même distance R, ben c'est la même chose. Et vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une symétrie cylindrique. Donc la surface de Gauss va être un cylindre que je vais dessiner ici. Attention, la surface de Gauss, c'est une surface fictive qui n'existe pas. C'est juste une espèce d'artifice pour le calcul. Donc si je prends, par exemple, un cylindre de rayon R, pourquoi de rayon R? Parce que moi, je calcule le champ électrique, on a un point M qui a une distance R. Ça ne sert à rien de prendre un cylindre de 2 fois R, parce que moi, je ne calcule pas le champ électrique ici, mais je le calcule en cet endroit-là. Bien, je rappelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, E est perpendiculaire au fil. D'accord? Donc, je n'ai aucun champ électrique qui est parallèle. E parallèle au fil est égal à 0, tout le temps. Pour un fil infini. Donc maintenant, une fois que j'ai choisi la surface de Gauss, ben on va utiliser le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, il suffit de choisir
une petite surface ici, un élément de surface. Donc si j'ai un cylindre, ici je prends une petite calotte, une petite surface élémentaire que j'appelle ds. Et qui a un vecteur dans ce sens-là, ER aussi. Donc je peux écrire ds est égal à la norme de ds fois ER. Et j'ai le champ électrique, comme on a dit, c'est égal à la norme du champ électrique multiplié par le vecteur ER. Du coup, l'intégrale, le théorème de Gauss, dit que E ds est égal à la quantité de charge à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. Je suppose qu'ici, il y a l'air ou le vide. Ceci implique que l'intégrale de E, ça c'est le produit scalaire, puisque ds et E sont parallèles, ils sont portés par le même vecteur unitaire, le produit scalaire devient une multiplication ordinaire des nombres, ds. D'accord? Et ça, c'est égal à E, l'intégrale de ds. Pourquoi j'ai sorti le champ électrique? Parce que R égale constante. Si je calcule le champ électrique autour du fil à la même distance petit r, le champ électrique, la valeur du champ électrique ne change pas. Il n'y a que la direction et l'orientation qui changent. Ceci implique que E fois S égale à Q1 sur epsilon 0. Ben, c'est quoi S? Ben, S, c'est la surface. S égale surface latérale du cylindre. Pourquoi la surface latérale? Parce que j'ai un cylindre. Ici, il n'y a pas de champ électrique vers le haut. Dans cette calotte, il ne participe pas. Je vais la mettre comme ça. Et celle-là non plus, il ne participe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vecteur champ électrique qui sort de cette surface, ni de celle-là. Donc la seule surface qui contribue, c'est la surface latérale. Comme une canette de coca, par exemple. Je ne tiens pas compte du couvercle, je regarde seulement la surface. Mais un cylindre, si vous le coupez ou vous ouvrez, vous obtenez un rectangle. C'est quoi ce rectangle? On va dire que la longueur, ici c'est L, la longueur du petit cylindre que j'ai pris. Je n'ai pas précisé L, peu importe, mais je vais avoir S est égal à quoi? Au périmètre. Quand j'ouvre le rectangle, c'est tout simplement la longueur multipliée par la largeur. Eh bien, c'est égal à L multiplié par... Ici, on va mettre le périmètre, c'est 2pi fois petit r et fois la longueur. Ceci implique que E fois 2pi fois r fois L est égal à Q1 à l'intérieur de la surface divisé par epsilon 0. Maintenant, Q1 c'est quoi? C'est la quantité de charge qui est piégée, qui est enfermée par mon petit cylindre. Mais qu'est-ce que j'ai dans le cylindre? Cette longueur L du fil, pourtant une charge unique lambda. Donc Q1 avec Q1 est égal à quoi? À lambda fois L. Ceci implique que le champ électrique est égal à Q1, c'est-à-dire lambda fois L, d'accord, divisé par 2pi fois R fois L et epsilon 0. Et vous voyez que le L n'intervient plus, il va être simplifié, et ça c'est égal à lambda, d'accord, sur 2pi fois R epsilon 0 fois R. Voilà.
Et du coup, ceci implique que le champ électrique est égal à K, d'accord, fois 2, parce que je vais multiplier par 2 ici et là, je vais avoir 2K lambda sur epsilon 0 fois 1 sur R. Et c'est le résultat. Si je mets ici en vecteur, je vais le mettre en vert, je vais mettre ER. Voilà le champ électrique qu'on obtient pour un fil infini. Sinon, on n'utilise pas le théorème de Gauss, qu'on a obtenu avec le théorème de Gauss. C'est tout à fait conforme à ce qu'on avait fait pour un fil de longueur finie, et on a fait tendre les bouts, le XA et le XB, vers moins et plus l'infini respectivement. Donc, comme vous voyez, pour un fil, le champ électrique et les radiales selon le vecteur ER, selon les rayons, d'accord, il est perpendiculaire au fil, d'accord, et la valeur c'est 2K lambda sur epsilon 0 fois 1 sur R, c'est-à-dire c'est quelque chose qui diminue en 1 sur R. Maintenant, on va regarder le cas des sphères. Le cas des sphères n'est pas très compliqué, mais souvent les étudiants se mêlent un peu les pinceaux, et il y a des petites remarques préalables qu'il faudrait faire avant d'attaquer les sphères. Tout d'abord, on va regarder quelles sont les sortes de sphères qu'on va trouver. Sphères chargées. Alors, on a des sphères creuses. Deuxièmement, on a des sphères pleines. Dans les sphères creuses, il y a isolantes et conductrices. La même chose, dans les sphères pleines, il y a isolante et pleine. Qu'est-ce que ça veut dire une sphère creuse? C'est une sphère, d'accord? Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Voilà. Il y a un morceau qui est cassé pour voir qu'à l'intérieur, il n'y a rien, ça veut dire qu'elle est creuse. Une sphère pleine, c'est une balle en caoutchouc par exemple, où il y a de la matière à l'intérieur. Donc, la creuse, c'est juste une coquille sphérique, et la pleine, c'est une boule, donc, avec à l'intérieur qui est rempli. Maintenant, isolante. Qu'est-ce que ça veut dire, isolante? Eh bien, ça veut dire qu'il ne conduit pas l'électricité. Ou ça veut dire aussi, et ça c'est important, les isolants ne facilitent pas, ne permettent pas le mouvement des charges. Le mouvement des charges, par définition, c'est un courant électrique. Toute matière qui ne laisse pas passer un courant, on l'appelle matière isolante. Les matières conductrices, quant à elles, favorisent ou facilitent la tâche aux électrons qui veulent se mettre au mouvement. Quand je crée une différence de potentiel sur laquelle on va revenir plus tard, au bout d'un fil de cuivre, les électrons peuvent circuler. Ou autre chose, peu importe. Donc, un isolant ne permet pas le mouvement des charges et un conducteur permet, sous certaines conditions, d'avoir un mouvement de charge. Entre les deux, il y a les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est des isolants qu'on va aider pour s'approcher des conducteurs, mais sur commande. Et ça fait le bonheur de l'électronique d'une manière générale. Alors, regardons si j'ai une sphère pleine, c'est-à-dire remplie à l'intérieur, une sphère pleine. Supposons que je mets une quantité de charge à l'intérieur. Eh bien, les charges, les électrons par exemple, vont se repousser. C'est normal, il y a la force répulsive électrostátique. Voici la sphère, et je mets quelques charges. D'accord? Les charges vont commencer à se repousser, etc. Donc, normalement, les charges
Ben, si quelqu'un vous pousse, vous avez tendance à vous déplacer. Donc, ces électrons vont finir par s'éloigner les uns des autres. Sauf si la sphère ou la matière ne permet pas leur déplacement. À ce moment-là, ils sont tiraillés dans tous les sens, mais ils restent à leur place, à peu près à leur place. Imaginez une salle où je mets des étudiants qui font électricité ou électromagnétisme. Ces étudiants ne s'entendent pas entre eux. Si je les laisse ensemble et que je ne suis pas là, ils vont se repousser les uns les autres. Donc ils vont essayer de fuir. Chacun va s'éloigner des autres pour ne pas avoir de problème. Mais, supposons pour une raison quelconque, quand ils sont attachés à leur place, ils ne s'aiment pas, ils vont se repousser, mais quand il veut s'éloigner, il y a quelque chose qui le retient. Dans ce cas, on va parler d'isolant. Parce que même si les étudiants sont poussés, ils n'arrivent pas à se déplacer, parce que le mouvement n'est pas permis à cause de l'attache. Par contre, dans le cas où il n'y a pas d'attache pour ces étudiants, s'ils se poussent les uns et les autres, ils vont s'éloigner, ils vont se mettre autour des parois. Pour les électrons, c'est plus grave. Si j'ai un conducteur plein, les électrons vont se pousser parce que c'est un conducteur, il va les laisser se déplacer. Ils vont tous se mettre sur la surface. Ils vont se mettre sur la surface. Ils vont se répartir de manière stable à la surface. Ça, s'il s'agit d'une sphère conductrice. Mais dans ce cas-là, puisque si la sphère est conductrice, les électrons vont se mettre, ou les charges positives par exemple, vont se mettre sur la coquille, à ce moment-là, ça veut dire que la seule densité de charge qu'on a, c'est une densité en coulomb par mètre carré, c'est-à-dire une densité surfacique. Donc, les étudiants doivent retenir, quelle que soit la sphère conductrice, creuse ou pleine, toutes les charges se mettent sur la coquille à la surface et j'ai seulement une densité surfacique, c'est-à-dire la densité, c'est sigma qu'on a utilisé pour... il n'y a pas de densité volumique. Dans n'importe quel conducteur, on ne peut pas avoir de densité volumique. Et ça a une conséquence très importante en physique. Par contre, si j'ai une sphère isolante, je vais le mettre ici en or, les électrons, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer, vont rester à leur place et je peux avoir une densité, d'accord? Une densité volumique. Il existe une densité volumique parce que la sphère ici, elle est isolante. Je peux aussi avoir une boule en plastique où je mets uniquement les charges à la surface. Donc, il existe la densité volumique et surfacique pour les isolants. Pour les conducteurs, quel que soit le conducteur, pas seulement sphérique, on ne peut pas, à l'équilibre, avoir une distribution volumique. Toutes les charges se mettent à l'extérieur. Et ça, c'est très important. Si je prends un métal de cette forme-là, je mets des charges à l'intérieur, on va dire après 10-15 secondes, toutes les charges vont se mettre sur la surface d'une manière isotropique, équilibrée. Sauf si les formes ont des pointes, ça on reviendra plus tard. Mais si je prends un morceau de plastique et je mets des charges à l'intérieur, ils vont rester à leur place et je peux parler de densité volumique. Donc en gros, dans un conducteur, pas de densité volumique, toutes les charges sont surfaciques, et dans un isolant, je peux avoir soit une densité volumique, si je l'ai préparé comme ça, ou une densité surfacique. Mais jamais dans un conducteur. Mais ça a une conséquence très très importante. Regardons ce qui va se passer.
On a dit que le théorème de Gauss, c'est phi total égale l'intégrale de E ds, d'accord? Et ça, c'est égal à Q int sur epsilon 0. Prenons une surface conductrice, petit a, sphère conductrice. Voilà la sphère de rayon R. Et ça, c'est le centre. On va mettre O pour le centre. S'il est conductrice, automatiquement, à l'intérieur ici, la densité volumique est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de charge à l'intérieur, c'est impossible. Ils vont toutes se mettre sur la surface. Par exemple ici. Bien. Si on me demande de calculer le champ électrique ici, au point M, à une distance petit r, on voit ici que R est inférieur à grand R. C'est-à-dire dans cette zone-là. Eh bien, regardons d'abord s'il y a une symétrie pour la sphère. Prenons cette sphère, la voilà. Et je veux calculer le champ électrique au point M ici. Regardez ce qui va se passer. Si je prends un plan, d'accord? J'ai mon point M qui est ici. Voilà, il est là. Si je mets ce plan qui coupe la sphère selon un diamètre, qu'est-ce qui va se passer? L'observateur va voir une partie de la sphère, la moitié, qui est chargée. Quand il regarde à gauche, il regarde la même chose. Donc le point M étant ici, ça c'est un plan de symétrie. Mais regardez ce qui se passe si je laisse le point M, le point M il est là, ce plan aussi qui coupe la sphère de point de vue horizontal, ça marche aussi. Donc il y a un plan dans ce sens et un plan dans ce sens. Donc le champ électrique peut être calculé par le théorème de Gauss parce qu'on a au moins deux plans de symétrie. Et le champ électrique doit strictement se trouver dans l'intersection des deux plans. Donc si je mets un plan, supposons que je calcule le point M ici, au point M, si je mets un plan qui coupe la sphère d'un côté et d'une manière perpendiculaire, donc le champ électrique va être comment? Il va être tout simplement parallèle à l'intersection des deux plans. Mais avant d'aller plus loin, Q int, je peux dire que c'est égal à l'intégrale, d'accord, de surface de sigma fois ds sur epsilon 0. Pourquoi? Parce que nous avons décidé tout à l'heure que dans un conducteur, il n'y a pas de charge dans le volume, il y en a seulement à la surface. Donc la quantité de charge, c'est ρ fois ds. Et j'intègre sur quoi? Sur la surface de Gauss que je vais fabriquer ici. Je ne vais pas fabriquer une surface de Gauss sphérique ici, étant donné que moi je calcule le champ à l'intérieur de la sphère. Or, sigma est égal à 0. D'accord? Je peux dire, je peux mettre ρ ici dv aussi si je veux, ρ dv, d'accord? Mais ρ est égal à 0. Ça veut dire quoi? Comme ρ est égal à 0, j'intègre sur le volume et ici sur la surface. Ça veut dire que le champ pour petit r inférieur à grand R est égal à 0. Donc, quelle que soit la sphère, voilà ce qu'il faut retenir. Quelle que soit la sphère conductrice, le champ à l'intérieur de la sphère est toujours égal à 0. Qu'elle soit pleine ou creuse. Une sphère conductrice pleine ou creuse a un champ électrique identiquement nul à l'intérieur de la sphère. Bien. Maintenant, supposons que je calcule le champ électrique au point M ici, à une distance R. Et j'ai R supérieur ou égal à grand R.
C'est-à-dire je suis à l'extérieur de la sphère. Pour le moment, je sais que le champ électrique à l'intérieur est égal à 0, mais par contre, je vais regarder ce qui se passe à l'extérieur pour R plus grand ou égal au rayon de la sphère. Alors, traçons une surface de Gauss, bien sûr qui passe par M. C'est une sphère parce qu'on vient de dire, quand on a mis les plans, le champ électrique d'une sphère, si je suis à une certaine distance, on va dire 1 mètre, ben la valeur ici, algébrique, est la même que là, tant que je reste sur une sphère de R donnée, de petit r donné. Donc c'est une symétrie bien sphérique. D'où la surface de Gauss, celle-ci, surface de Gauss sphérique. Bien, eh bien, on peut calculer maintenant le champ électrique. Si je choisis un élément de surface ds qui est orienté selon ER aussi, je vais avoir phi est égal à l'intégrale de E ds, et ça c'est égal à l'intégrale de E ds. Pourquoi? Parce que E, il est dans cette direction, je vais le mettre en bleu aussi. E, il est radial sur un rayon donné. Donc, je peux passer du produit scalaire à la multiplication, car E et ds sont parallèles. Et ça, ceci implique que phi est égal à E, l'intégrale de ds, est égal à E fois S. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si R est choisi, constant, ben le champ électrique aura la même valeur, donc je peux le sortir à l'intégrale. Et finalement, on va avoir le phi qui est égal à E. Alors, quelle est la surface de Gauss ici? Ben, c'est la surface que j'ai choisie et qui est sphérique. Mais la surface totale d'une sphère est égale à 4 fois pi fois petit r au carré. Attention, la surface de Gauss a un rayon petit r qui est plus grand que le rayon. Plus grand égal. Donc, il ne faut pas mettre grand R ici. Et ça, c'est égal à Q1 sur epsilon 0. Mais Q1 est égal à quoi? Ben, la quantité de charge qui est ici. Mais c'est quoi cette quantité de charge? Ben, c'est tout simplement ρ, d'accord? Sigma, pardon, fois la surface totale. Donc, quelle est la surface que j'ai utilisée? Ben, c'est petit r, ça c'est la surface de Gauss. Mais ici, c'est multiplié par la surface 4pi grand R carré. Pourquoi? Parce que les charges ne sont que sur la sphère elle-même. Il n'y a pas de charge sur la surface de Gauss. Donc, je n'utilise ici que la surface de la sphère contenant les charges. Et ceci implique que E fois 4pi petit r carré est égal à sigma fois 4pi grand R carré divisé par epsilon 0. Ceci implique que E est égal à sigma 4pi R carré sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur R carré. Et ça, c'est égal à K fois 4 fois sigma fois 4pi R carré fois 1 sur R carré. Alors, je peux mettre sur R carré. Égal à ça. Mais ça, c'est quoi? Ben, tout simplement avec sigma fois 4 fois pi R carré est égal à la charge totale portée par la surface. Donc, ceci implique que E
est égal à K fois Q divisé par R carré. Je peux mettre R ici. Tiens, ça c'est un résultat excellent. Et je vais le résumer avec des mots de tous les jours. Le champ électrique de n'importe quelle sphère en réalité, quelle que soit la sphère, si je calcule le champ électrique à l'extérieur de la sphère, c'est comme si je calculais le champ électrique d'une charge ponctuelle, mais qui serait placé au centre de ma sphère. Donc quand j'ai une sphère chargée, en volume, en surface, peu importe, si je calcule le champ électrique à l'extérieur, à une distance petit r, ben c'est comme si je calcule le champ électrique d'une charge Q, qui est la charge portée par la sphère, mais que j'aurais placée au centre. C'est comme si toute la charge de ma sphère était placée au centre de la sphère, et ça on connaît le champ d'une charge ponctuelle, c'est K fois Q sur R carré fois E. Donc, les étudiants doivent savoir, quelle que soit la sphère conductrice, pleine ou creuse, le champ électrique à l'intérieur est égal à 0. Si j'ai une sphère quelconque, conductrice, isolante, creuse ou pleine, le champ électrique à l'extérieur est toujours égal au champ électrique d'une charge ponctuelle que j'aurais placée au centre. Et c'est quoi cette charge ponctuelle? C'est la charge portée par toute la sphère chargée. Et je vous remercie. La vidéo prochaine va porter encore sur les sphères et l'utilisation du principe de superposition. À bientôt.